Alors, j'espère que ceux qui n'entendent pas le français disposent des résumés italiens que j'ai fait assez longs, surtout pour la deuxième et la troisième conférence qui sont un peu difficiles. Le titre de ces 4 conférences, c'est « L'acte de juger ». Alors, j'ai adopté pour guide des 4 leçons placées sous le titre « L'acte de juger », la théorie kantienne exposée dans la critique de la faculté de juger, ou comme un récent traducteur en langue française a mieux traduit, la critique du pouvoir de juger, Kritik der Urteilskraft. Alors, on mettra l'accent sur 2 points. D'une part, la distinction entre jugement déterminant et jugement réfléchissant, ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et d'autre part, le fonctionnement spécifique de l'imagination dans la formation du jugement réfléchissant, et qui serait donc le parallèle du schématisme de la première critique. Alors, dans la première leçon, j'exposerai la théorie kantienne du jugement esthétique, qui est appelé jugement de goût, et on verra par la suite pourquoi j'ai choisi cette partie de la critique du jugement, la première et pas la seconde. Ce qui m'intéressera en effet, ce sont les extrapolations dans d'autres domaines que l'esthétique. Mais déjà aujourd'hui, je justifierai l'extension possible du modèle du jugement réfléchissant à d'autres domaines qu'esthétiques, en prenant appui sur la première extension qu'en propose Kant au jugement téléologique. Alors, les 3 leçons suivantes seront consacrées à l'exploration de domaines nouveaux, donc autres qu'esthétiques, qui pourraient recevoir une intelligibilité nouvelle du recours au jugement réfléchissant et à la dynamique de l'imaginaire du réfléchissant. Alors, on considérera d'abord, dans la deuxième leçon, en grande partie sous la conduite de Hannah Arendt, l'interprétation des écrits kantiens sur l'histoire à la lumière du jugement politique et le rapprochement que Hannah Arendt fait entre le jugement politique et le jugement de goût sera l'objet de la discussion. On proposera l'idée que ce n'est pas seulement l'histoire universelle, mais les histoires fragmentaires qui reçoivent de la théorie du jugement réfléchissant une intelligibilité nouvelle, d'être placées, n'est-ce pas, sous la règle du jugement réfléchissant. On passera ensuite, 3e et 4e leçons, au domaine juridique. On essaiera d'abord de montrer que le débat actuel entre interprétation et argumentation peut être attribué, arbitré par la théorie du jugement réfléchissant et sa formation sur le modèle du jugement de goût. Je me servirai ici d'une partie d'un cours que je fais actuellement à Paris, à l'École nationale de la magistrature, précisément sur ces problèmes de l'argumentation juridique. Et je terminerai par un examen de l'acte de juger au sens judiciaire,
limité, donc, pour y retrouver la finalité de l'acte de juger, pris dans toute l'extension que lui confère la troisième critique kantienne. Et là, je me servirai, en la transformant, d'une conférence que j'ai faite à la Cour de cassation à Paris, sous la présidence du premier président à la Cour de cassation. Et donc c'est une certaine ampleur de la notion de juger. Qu'est-ce que juger? En prenant donc comme noyau le jugement de goût et en essayant de voir quelles extrapolations il peut subir en gardant toujours la distinction jugement réfléchissant, jugement déterminant et la dialectique, le jeu de l'imagination et de l'entendement. Alors donc c'est la première séance sur le jugement de goût dans la troisième critique kantienne. Alors il se pose une question préalable que je traiterai relativement rapidement parce qu'elle est l'objet d'une immense querelle. Pourquoi d'abord une troisième critique? Alors, pourquoi une troisième critique? La différence qui est proposée dans l'introduction, il y a une longue introduction de Kant, laisse perplexe dans la mesure où elle est empruntée à la psychologie rationnelle, qui distingue entre faculté de connaître, faculté de désirer et faculté du plaisir et de la peine. Et au premier abord, on ne voit pas pourquoi le jugement, il y aurait une critique du jugement qui serait liée à la faculté du plaisir et de la peine. Et l'embarras de Kant vient de ce que, dans la première et la deuxième critique, on a un guide avant de commencer qui est l'existence d'un certain type de loi donné, on peut dire, de fait dans l'histoire de la culture et de la connaissance humaine. Tout le monde admet qu'il y a des lois de la nature physique. Nous nous plaçons ici dans une époque copernicienne et Kepler et Copernic. D'autre part, on admet qu'il y a des lois de la liberté, qu'il y a un ordre moral, des obligations constitutives d'une bonne volonté. Or, Kant ne dispose, au début de la troisième critique, que du souhait d'une troisième critique comme moyen d'unir en un tout les deux parties de la philosophie. Je cite Introduction, chapitre 3. Et le contenu effectif de la troisième critique suggère une autre motivation, mais qui ne pouvait pas figurer dans l'introduction, dans la mesure où le contenu résulte précisément de l'exercice de la critique elle-même. Nous le verrons, il s'agit de deux grands domaines, on peut dire de l'expérience humaine, en tout cas déjà identifiés par le sens commun, mais qui ne sont pas pris en compte par aucune des deux critiques déjà élaborées. D'une part, effectivement, les entités relevant du jugement esthétique, et pas simplement les œuvres d'art, mais aussi la beauté de la nature, une belle fleur. Donc tout ce que l'on peut placer sous le prédicat du beau,
et nous le verrons, du sublime, qui est la partie ajoutée après coup par Kant et qui, nous le verrons, élargit le domaine de l'imagination. Et puis, d'autre part, des entités, si on peut les appeler ainsi, relevant du jugement téléologique, à savoir tout le domaine des êtres organisés, des plantes à l'homme, dont le trait principal, c'est l'adaptation interne des parties au tout, des moyens à la fin, ce que Kant appelle finalité interne. Or, cette téléologie n'est pas prise en compte par les lois du mécanisme, donc par la première critique, chargée de justifier, n'est-ce pas, ces lois. La question posée est alors celle-ci: quel statut donner à ces entités relevant de jugements en somme déjà constitués, on peut dire, dans le sens commun? Nous verrons l'importance de la notion de sens commun dans un moment, relevant du jugement esthétique et du jugement téléologique. Les hommes posent des jugements esthétiques et des jugements téléologiques dont on ne peut pas faire la théorie, ni dans la première critique, ni dans la deuxième critique. Alors la question est au moins double. Ces entités ont ceci de remarquable qu'elles présentent un certain ordre qui les apparente entre elles. Un certain ordre qu'on peut dire largement téléologique. Nous le verrons dans la beauté, dans le sublime, aussi bien que dans l'organisme naturel. Il y a quelque chose comme un ordre. Mais, et c'est le paradoxe, cet ordre est parfaitement contingent, aux yeux de Kant, par rapport au mécanisme newtonien. Même s'il n'existait pas autour de nous, dans le monde que nous habitons, des choses belles ou sublimes, ni même des végétaux, des animaux et des hommes corporels, il ne manquerait rien aux lois de la nature et donc à la nature physique elle-même constituée par ces lois mêmes. Alors que faire d'un ordre esthétique et d'un ordre organique dans une critique où ces entités apparaissent d'une certaine façon comme superflues? Mais le seul fait que ces entités sont ordonnées, esthétiquement ou téléologiquement, exige une critique d'un nouveau genre qui ne soit ni théorique ni pratique. Alors, ce serait en outre une heureuse trouvaille si, en sollicitant une critique à part entière, on pouvait en outre franchir l'abîme entre les deux critiques. Parce que de superflu, ces entités esthétiques et organiques, nous verrons après pourquoi cette dualité, deviendraient indispensables. Superflu quant à l'ordre moral et à l'ordre physique, il deviendrait nécessaire à l'ordre des trois critiques, on peut dire à un ordre de second degré. Mais ce n'est là encore que la moitié de la difficulté. Voilà donc un ordre dont ne rendent compte ni les lois de Newton, la nature newtonienne, ni la forme du devoir, identifiée par le critère de la règle d'universalisation des maximes pratiques. Alors, pourquoi faut-il que cet ordre revête deux formes, en apparence aussi hétérogènes que l'ordre esthétique et l'ordre organique, ou pour le dire autrement, que le sens du beau et le sens de l'organisme, de la téléologie naturelle. Alors, y aurait-il une affinité secrète entre l'ordre esthétique et l'ordre organique? Et cette question a paru si embarrassante
que maints interprètes de la troisième critique ont pu soutenir que les deux moitiés de la troisième critique ne tenaient pas ensemble. Qu'y a-t-il commun entre une esthétique et puis une téléologie de la nature organique? Alors je pense qu'il faut, avant la critique, écouter Kant et recueillir ses propres remarques sur le lien intime entre le beau, voire le sublime, et l'ordre. Car ces raisons jettent un éclairage sur ce qui est d'abord apparu comme une bizarrerie de la tripartition de la critique entre faculté de connaître, faculté de désirer, de plaisir et de peine. Il y a d'ailleurs d'autres trilogies que Kant essaye, comme telles que précisément connaître, juger, raisonner, l'entendement, le jugement, la raison. Cela vient depuis les Grecs à travers les Socratiques, etc. D'où alors l'idée, mais s'il y avait un plaisir pur qui est précisément une affinité profonde avec l'ordre, dont on pourrait dire que c'est un plaisir de l'ordre, quitte à voir cet ordre partiellement ou presque complètement subverti par le sublime, poussé jusqu'aux limites de la destruction. Et si l'ordre lui-même se donnait sous deux figures, l'une plus marquée par le plaisir en tant que plaisir de l'ordre, l'autre plus marquée par la réalisation concrète de l'ordre dans des organismes vivants qui font partie de la beauté du paysage, de la nature. Il semble que ce sont des intuitions de ce genre qui ont guidé Kant dans la conception de la troisième critique, des intuitions qu'on peut tenir pour des suggestions du sens commun, de ce bon sens qui avait une fois, n'est-ce pas, permis à un grand philosophe d'avancer. Je pense à Descartes dans la 6e méditation, qui place sous le titre de l'enseignement de la nature, simplement, qu'il y a des corps animés, que l'homme est indivisible, alors que la raison voudrait qu'il soit esprit et matière, mais il y a l'homme indivisible, c'est l'enseignement de la nature. Et c'est probablement quelque chose de ce genre qui a dû guider Kant. Mais pour Kant, qui avait bouclé la nature sous les lois du mécanisme, et donc sous le contrôle d'une première théorie du jugement, il faut se rappeler qu'il y a une partie de la première critique qui s'appelle justement théorie, doctrine transcendantale du jugement. Mais justement, il ne s'agit pas du jugement, comme nous allons le voir, ni esthétique, ni téléologique, mais du jugement qui est simplement le côté opératoire de l'entendement donc sous le contrôle de la raison théorique. Et certes, ce n'est pas rien, puisque, vous pouvez vous en souvenir, cette doctrine transcendantale du jugement commande ces textes admirables que sont la théorie du schématisme, donc de l'imagination productrice, et puis aussi l'énoncé, en somme, des premiers jugements que nous formons pour guider tous les autres jugements. Ce sont donc les intuitions de l'espace, les anticipations de la perception, et puis les fameuses analogies de l'expérience avec la causalité, la substance, la causalité, l'ordre réciproque, etc. Mais sous cette théorie, cette première théorie du jugement qui est contrôlée, n'est-ce pas, par l'ordre catégorial impérieux, il n'y a pas de place donc objective pour ces étranges
objet superfétatoire par rapport au mécanisme et au déterminisme physique, et pourtant si bellement organisé. Seules des choses belles ou sublimes, des fleurs, des gazelles, des animaux humains, nous demandent de penser autrement le jugement. Et ce sera la place du jugement réfléchissant. Alors, la jonction, c'est le deuxième paragraphe dans le résumé, la dualité du jugement esthétique et du jugement téléologique. La jonction sous une même critique du jugement esthétique et du jugement téléologique exigeait une refonte profonde de la conception même du jugement. Ce n'est pas le même jugement que dans la première critique. Et d'abord, je veux rappeler que toute la tradition philosophique, jusqu'à Kant, a reposé sur la définition logique du jugement comme acte prédicatif. S et P, bon, là. Donc l'acte de donner un prédicat à un sujet. Ce qui fait certes du jugement un acte, mais l'acte bien déterminé de la proposition attributive. Il y a bien un engagement du sujet dont on peut mesurer la force, donc déjà la Kraft, mais qui justement ne sera pas la force de juger esthétiquement, téléologiquement, mais seulement physiquement et moralement. Et je rappelle donc tous les modalités, très rapidement, d'engagement du sujet dans le jugement que la grande tradition, n'est-ce pas, occidentale a produit. Je vais du plus faible au plus fort, et c'est là que je placerai le moment kantien. D'abord, juger, c'est opiner, c'est la doxa grecque, mais qui peut être quelquefois orthodoxa, n'est-ce pas, non? Puis, tenir pour vrai, wahrnehmen, tenir pour vrai. Enfin, prendre position, la Stellungnahme. Et c'est là que s'est arrêtée, au fond, la philosophie pré-kantienne. Et nous en avons là une remarquable exposition dans la 4e méditation métaphysique de Descartes, où le jugement, précisément, est défini par la conjonction de l'entendement qui considère le vrai et le faux, et la volonté, alors, qui, par son adhésion, décide. Et là, nous avons derrière ça une grande tradition médiévale, n'est-ce pas, de l'adhésion de la volonté. Alors, on remarquera que dans cette analyse cartésienne, la considération de la communicabilité qui va jouer un rôle si considérable est totalement absente. C'est une volonté seule, une volonté solitaire, n'est-ce pas, qui adhère. Comme en général le thème de l'intersubjectivité. Alors, le renversement fondamental opéré par Kant consiste à substituer à l'idée d'attribution, ou peut-être à superposer, pour être plus juste, à l'idée d'attribution ou de prédication, l'idée de subsomption, qui va jouer un rôle considérable, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'acte de placer sous. Donc ce n'est pas l'acte de coordonner, n'est-ce pas, d'un sujet à un prédicat, qu'on peut dire qui est un acte horizontal, n'est-ce pas, le sujet et le prédicat, nous avons un acte vertical, l'idée d'un acte par lequel un cas particulier est placé sous une règle. Alors, la raison de cette substitution n'est apparue que tardivement à Kant, précisément, dans l'élaboration
de la troisième critique, dans la mesure où l'acte de subsomption peut être lu dans les deux sens, de haut en bas ou de bas en haut. L'acte de placer sous. Et la subsomption se prête à une investigation donc transcendantale double. La première concerne, selon un ordre régressif, les conditions de possibilité de la pensée selon des règles et conduit à la déduction transcendantale des catégories de l'entendement. Bon, chacun connaît cela, régissant les synthèses a priori. Et la seconde, qui porte le titre de doctrine transcendantale du jugement ou analytique des principes, concerne les conditions de possibilité de l'application. Donc nous avons l'idée de Anwendung, n'est-ce pas, qui se fait jour dans cette première théorie du jugement. Les conditions de l'application des règles à l'expérience. Au fond, cette notion de Anwendung va nous suivre jusqu'au jugement devant le tribunal, n'est-ce pas, dans la dernière leçon. On applique le droit. Et donc, dans cette première philosophie du jugement, celle de la première critique, la doctrine transcendantale du jugement consiste dans l'investigation des premiers jugements ou principes, et comme je l'évoquais déjà un moment, c'est dans ce cadre que se situe la théorie du schématisme et une doctrine aussi importante que celle des analogies de l'expérience, substance, causalité, relation réciproque. Alors, cela dit, concernant l'idée de subsomption prise en général, la critique de la faculté de jugement apporte un trait absolument non prévu par la première critique, à savoir le dédoublement de l'idée de subsomption. Dans la première partie, celle-ci, la première critique, je veux dire, celle-ci procède en quelque sorte de haut en bas de la règle vers le fait d'expérience. C'est pourquoi Kant l'appelle jugement déterminant. Le déterminant de quoi? Non pas de l'être des choses, mais de l'objectivité de l'expérience qui s'y rapporte. Donc, dans l'application de la règle à un cas, le jugement confère à l'expérience la valeur de vérité consistant dans l'objectivité. Et ceci sans référence à l'idée d'adéquation à la chose en soi égale X. Alors, la critique du jugement se place dans l'hypothèse d'un fonctionnement inverse de la subsomption, et je crois qu'on peut montrer que c'est cette découverte qui fait tenir ensemble les deux moitiés si hétérogènes de la troisième critique, l'esthétique et puis les organismes animés, c'est que tous les deux font travailler le jugement sur le mode réfléchissant. C'est-à-dire, je cite Kant, pour un cas donné, on cherche, finden wir, nous cherchons la règle appropriée sous laquelle placer l'expérience singulière. Le jugement est alors seulement réfléchissant parce que le sujet ne détermine aucune objectivité nouvelle. Ben c'est là que rompront, n'est-ce pas, aussi bien Fichte, Schelling, Hegel, etc. Le sujet ne détermine qu'une seule chose, à savoir le procédé qu'il suit pour construire son jugement réfléchissant. Donc le jugement est seulement réfléchissant parce que le sujet ne détermine aucune objectivité nouvelle, universellement valable, mais ne prend en compte que les procédés qu'il suit, le Verfahren, comme il dit, le procédé que l'esprit suit dans l'opération de subsomption, procédant en quelque sorte de bas en haut. Eh bien, on suivra dans la suite de ces études deux lignes d'investigation ouvertes par la critique de la faculté de juger. On montrera d'abord de quelle manière, dans le cas du jugement réfléchissant, la communicabilité
la communicabilité tient la place occupée dans la première critique par l'objectivité, laquelle trouve sa justification ultime dans le « je pense » de la déduction transcendantale. Et c'est tout à fait étonnant qu'on ait donné si peu d'importance à ces pages considérables de Kant sur la communicabilité, qui rend d'ailleurs absurde la critique même qu'on trouve chez Habermas, que dans Kant on aurait un sujet monologique et qu'il n'y a pas de dialogique, et on est en plein dans le dialogique avec le jugement réfléchissant. Il est dialogique par construction puisqu'il ne produit pas d'objectivité. Donc la seule universalité qu'il peut avoir, c'est d'être compris par les autres, d'être partagé, d'être partagé. Alors on montrera ensuite quelles opérations correspondent dans la troisième critique au schématisme, aux analogies de l'expérience et en général à l'imagination productrice, selon la première critique. Et ce second parallélisme ne se révélera pas moins fécond que le premier, à mesure en effet que l'on s'éloignera de la sphère esthétique, donc la première privilégiée par Kant dans la critique de la faculté de juger. Il a quand même placé le jugement esthétique en tête et non pas après le jugement téléologique. Alors on pourra se risquer à quelques extrapolations. C'est ce que je ferai dans les 3 leçons suivantes. On verra alors qu'un certain constructivisme, mêlant libre interprétation et argumentation réglée, permettra d'étendre la notion de jeu, le spiel, réglé, regelmäßig, spiel, qui est la construction même du jugement réfléchissant. Et donc comment on pourrait se risquer à donner naissance à des domaines aussi éloignés du jugement esthétique que le jugement historique, le jugement politique, le jugement juridique, montrer que tous ont un fonctionnement réflexif opérant par la communicabilité et réglé par le jeu d'une libre interprétation et d'une argumentation réglée, c'est-à-dire l'imagination et l'entendement. Bon, avant de nous livrer à ces extrapolations, et même de justifier le caractère exemplaire du jugement esthétique, je ferai encore 2 remarques. D'abord, on peut comprendre pourquoi Kant ne pouvait pas partir de la chose belle et de l'organisme vivant comme de faits de même niveau que le mécanisme physique et que l'obligation morale, et se demander, comme dans les 2 critiques précédentes, à quelles conditions de tels faits sont objectifs. C'eût été aligné tous ces faits présumés sous une même classe de jugements, les jugements déterminants. Si justement c'est dit, nous avons des faits esthétiques comme on a des faits de pesanteur ou de mouvement des astres, alors tout serait déterminant. Et donc finalement les encadrer sous les catégories d'un unique entendement. Seul le jugement réfléchissant permet après coup de justifier pourquoi on ne pouvait pas nommer ces entités nouvelles avant de les avoir constituées, puisque la règle de leur constitution est à trouver. Elle n'est donnée nulle part avant. Donc on ne pouvait d'entrée de jeu présumer la possibilité d'une 3e critique et procéder par la voie de l'analogie avec les triades évoquées plus haut, connaissance, plaisir, peine, désir, entendement, jugement, raison, bien que ces analogies aient au moins l'avantage pédagogique d'anticiper le rôle de moyen terme attribué au jugement et la fonction de transition attribuée à la 3e critique.
C'est pas, on peut dire que Kant a été, on peut dire, obsédé, n'est-ce pas, toute son œuvre, toujours par le troisième terme. Il y a toujours un problème de troisième terme, quelque chose entre l'entendement et la sensibilité, et puis entre le devoir et le plaisir, entre la raison théorique et la raison pratique, et que, d'une certaine façon, c'est là qu'enchaîneront les philosophies post-kantiennes, qui seront toutes, d'une certaine façon, des philosophies du troisième terme. Mais Kant, de fond, a posé dans la critique de la faculté de juger cette problématique du troisième terme. Mais c'est en dernière instance le travail du jugement réfléchissant qui permet de justifier la prétention de la beauté et de l'ordre naturel à offrir le pont jeté entre les deux critiques. Une législation autre que celle de l'entendement permet alors de rendre justice à la singularité en tant que telle. Nous le verrons, c'est toujours un jeu en singulier. Cette chose est belle, cet organisme est constitué de parties et de tout qui se réfléchissent mutuellement, et pourtant donner lieu à une législation qui ne peut paraître que contingente au point de vue de l'entendement, mais qui pourra paraître nécessaire à un autre point de vue indéterminé au départ, et qui va être précisément le point de vue de la communicabilité. Qu'il y ait parmi nous des choses belles et sublimes et des êtres organisés, cela, ni les lois de la physique, ni celles de la morale ne peuvent en rendre compte, en dire le sens. Deuxième remarque, on comprend aussi en quel sens Kant peut assigner à la troisième critique une position intermédiaire entre les deux critiques, je le mets entre guillemets puisque c'est sa phrase. Les entités esthétiques et organiques trouvent place d'une certaine façon entre la nature objective et la liberté raisonnable. On peut dire qu'en effet, les choses belles et les êtres vivants sont comme situés entre une nature newtonienne et puis une nature morale, la nôtre, une liberté raisonnable. En achevant la figure de la nature par la beauté et l'ordre, ces entités commencent à nous prescrire un comportement de pensée, c'est-à-dire à faire le mouvement de la nature vers la morale. Mais ce n'est pas dans la chose même que la raison achève son unité systématique, c'est dans la réflexion seulement que l'architecture de la raison culmine. Alors ce sera une grave question pour les philosophies post-kantiennes de savoir si la doctrine du jugement réfléchissant a véritablement sauvé les apparences de l'ordre esthétique et de l'ordre téléologique, et de se demander si ce n'est pas au prix de la perte de leur poids ontologique. Vous trouverez cette question qui est tout à fait au centre, n'est-ce pas, de la première partie de Gadamer, n'est-ce pas, sur méthode, vérité et méthode. En tant que simple vis-à-vis du jugement qui n'est que réfléchissant, ces deux ordres échappent certes au contrôle de la physique et de la morale, mais ne sont-ils pas rendus captifs d'un jugement réfléchissant, légiférant sur soi-même? La nature-philosophie, selon Hegel, et plus radicalement encore selon Schelling, puis après ça la philosophie de Heidegger, etc., essaieront d'échapper à ce redoublement réflexif de l'idéalisme transcendantal. Mais je ne me livrerai pas du tout ici à cette critique. Je voudrais voir jusqu'où on peut aller précisément avec le guide kantien, quitte à donner ultérieurement plus de force à nos objections. D'abord, à montrer jusqu'où on peut aller, même en sortant de la troisième critique, sous la conduite du jugement réfléchissant et de son imaginaire.
Alors, paragraphe 3, le caractère exemplaire du jugement esthétique. Alors, il faut bien que je dise quand même quelque chose sur ce jugement esthétique. On aurait très bien pu prendre pour paradigme du jugement réfléchissant la finalité naturelle. Ce sera la voie que prendront la plupart des post-kantiens, tant la rupture entre finalité et causalité paraît manifeste. Et c'est ce que l'introduction semble d'abord laisser entendre. On lira en particulier le paragraphe 5, en chiffre romain, intitulé « Le principe de la finalité formelle de la nature est un principe transcendantal de la puissance, donc la faculté de juger ». Mais l'ordre naturel, pensé sous l'idée de finalité, a lui-même une dimension esthétique en vertu de sa relation même au sujet et non à l'objet. L'ordre nous touche en ce qu'il nous plaît. Du même coup, le jugement esthétique est revendiqué par le jugement téléologique comme le premier symptôme, si l'on peut dire, de son propre caractère réfléchissant. C'est l'esthétique qui révèle à la téléologie son caractère réfléchissant, parce que l'esthétique est plus immédiatement, comme nous allons le voir, réfléchissant. Dès le paragraphe 7 de l'introduction, Kant peut écrire « L'objet est alors dit beau, et la faculté de juger d'après un tel plaisir est par conséquent de façon universellement valable, nous allons voir ce que c'est que cet universel dans un moment, se nomme le goût. Le goût, le schmack. Cela ne se peut dire de l'ordre mécanique. Il ne plaît pas, il ne déplaît pas, il est offert simplement à notre entendement, car, dit Kant, il ne répond à aucune attente, Absicht, susceptible d'être déçu ou comblé, alors que nous pouvons être déçus ou comblés par la beauté ou par l'ordre, le désordre, les monstres de la nature. Rien de tel avec la nature newtonienne, rien de tel avec les devoirs. Bon. Il paraît donc légitime de placer le jugement de goût en tête d'une investigation qui paraît d'abord destinée à trouver son épanouissement dans une réflexion sur la finalité naturelle présentée par les organismes vivants. Alors, l'unité fragile des deux parties de la troisième critique repose finalement sur cette possibilité de déplacer l'accent soit sur le plaisir de l'ordre, soit sur la structure téléologique de l'ordre. L'esthétique transcendantale, livrée à elle-même, est menacée de retomber au psychologisme à cause du plaisir, mais la téléologie transcendantale est menacée de retomber au naturalisme à cause, on peut dire, de la présence parmi nous des êtres organisés qui semblent exister comme la chute des corps. Ce qui assure ainsi un certain primat au jugement de goût par rapport au jugement téléologique, c'est la parenté plus immédiatement reconnaissable entre le beau et une attente, et qui est l'attente d'un plaisir pur. Et on comprend donc la première trilogie, n'est-ce pas? Connaissance, désir, plaisir, douleur. Et voilà le plaisir sauvé, on peut dire, par l'esthétique, alors qu'il était plus ou moins repoussé par la deuxième critique et ignoré par la première. À cet égard, la forme organisée paraît d'abord énigmatique, exhibée, n'est-ce pas? Et Kant emploie l'expression Darstellung, présentation, l'exhibition, c'est l'équivalent du latin exhibitio, exhibée par la nature elle-même, elle paraît d'abord flotter quelque part entre l'ordre mécanique des causes et la capacité du jugement réflexif. Tout se passe comme si le caractère naturel
de la finalité faisait obstacle à son annexion au domaine du jugement réflexif. De là les longs détours imposés par la comparaison entre la finalité naturelle d'une part et l'activité technique proprement humaine et son intentionnalité d'autre part, et avec un ordre providentiel transcendant qui offre l'appui de son comme si à la conquête de la dimension réflexive et non objective de la finalité naturelle. Alors, le statut de la télé au jugement esthétique. Le goût, le schmack, étant le révélateur de l'affinité entre un ordre finalisé et l'attente par laquelle notre subjectivité se tourne, on dirait presque en langage heideggerien, n'est-ce pas, accordé au sens musical du mot avec l'ordre. Et c'est l'usage esthétique qui révèle le caractère réfléchissant et seulement réfléchissant du jugement tant téléologique qu'esthétique. Alors, comme je l'ai dit dans la petite introduction, deux traits du jugement de goût nous retiendrons. D'abord, que le goût soit un jugement. Ensuite, que son universalité n'ait pas d'autre point d'appui que sa communicabilité. Et oui, puisqu'il n'y a pas d'objectivité. Alors, arrêtons-nous d'abord, parce que tout ça, ce sont des paradoxes, ce sont des très grands paradoxes, n'est-ce pas? Il est difficile de ne pas lire aujourd'hui la critique du jugement avec, je dirais, avec stupéfaction. D'abord, il paraît tout à fait paradoxal qu'un sens, le goût, finalement bien plus intime que la vue ou l'ouïe, soit le support d'un jugement. Je crois qu'il faudrait d'abord être capable de s'étonner de cette expression jugement de goût. C'est à la suite de Gracian que Kant a adopté, n'est-ce pas, ce fil ténu du goût. Et pourquoi? Parce que il lui est apparu que finalement, malgré son ultra-subjectivité, le goût, il a alors un caractère immédiatement discriminant. Il nous fait bien distinguer entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce qui n'est pas la vue et l'ouïe ne sont pas si immédiatement discriminantes. Ensuite, comme nous allons voir, l'attachement au particulier. Le goût, c'est toujours le goût de quelque chose d'absolument singulier, mais qu'on peut dire qu'il y a une sorte de généralité des formes physiques, des formes visuelles, peut-être même auditives. Et enfin, l'aptitude à la réflexion. C'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. Parce que sur quoi réfléchit le goût? Eh bien, il réfléchit sur le libre jeu, je cite Kant, entre les facultés représentatives, essentiellement l'imagination et son caractère spontané, et l'entendement en tant que fonction d'ordre. Donc le plaisir esthétique qui résulte de la réflexion sur ce jeu est plaisir pur. Plaisir pur, en ceci d'abord que le jugement de goût ne nous fait rien connaître de l'objet, ni chose en soi, ni phénomène de connaissance. En ce sens, le plaisir ne répond ni à la structure de la connaissance, ni à l'exigence de la moralité, dans la mesure précise où il n'est attaché qu'à une chose, le jeu en nous de notre imagination, de notre entendement. Et c'est la capacité de nous distancier de ce jeu, d'être, on peut dire, les témoins, les observateurs critiques de ce jeu, que nous sommes dans le plaisir pur
qui est plaisir de réfléchir. Plaisir de réfléchir sur notre propre jeu, d'imaginer et de comprendre. Donc c'est ce détachement, ce regard à distance, on peut dire, sur le jeu intime de l'imagination, de l'entendement, qui en assure le caractère non seulement discriminant, mais désintéressé. Alors cette qualité de plaisir régit la qualité du jugement de goût. Je n'ai pas du tout suivi l'ordre de Kant, qui est un ordre parfaitement scolaire. Il prend d'abord la quantité du jugement de goût, puis la qualité, puis la relation, c'est-à-dire qui reprend des catégories de la première critique, n'est-ce pas? Comme si la troisième critique n'imposait pas impérieusement un ordre, pas qu'il ne doit rien à l'autre. C'est pourquoi j'ai fait le plus possible l'abstraction des recours on peut dire, au tapis de sécurité, n'est-ce pas, de la première critique. Le caractère réflexif de ce jugement tient tout entier au renvoi qui est fait non à une propriété de la chose belle, mais à l'état de libre jeu des facultés représentatives. C'est donc un plaisir de jeu. Alors, pour souligner l'étrangeté de ce moment qualitatif, Kant risque deux paradoxes qui ont intrigué tous les interprètes. Tout est paradoxal, n'est-ce pas, dans cette critique. D'abord que le goût, qui est si subjectif, soit un jugement, et qu'il soit réfléchissant. Mais, deuxième paradoxe, l'idée de quelque chose qui plaît sans concept. Hein, lorsqu'il dit la beauté plaît sans concept. Ça veut dire quoi, sans concept? Ça veut dire sans visée objectivante, qui nous permettrait de mettre des généralités tout de suite à la place des singularités, et surtout d'une prétention à la vérité, puisque c'est là la fonction du concept, de lier vérité, objectivité, phénoménalité. Et le libre jeu échappe à cette trilogie. Alors ce paradoxe, car je pense en est un, j'ai essayé de faire une lecture le plus choquante possible, si vous voulez, il faut être étonné par cette critique, s'explique par l'opposition entre visée objectivante, donc conceptualisante, et visée réflexive appliquée sur le seul jeu de l'imagination et de l'entendement. Alors, j'espère montrer dans les conférences qui suivent que ce paradoxe est susceptible de transposition remarquable hors de l'esthétique, dans la mesure où les deux pôles de ce libre jeu sont d'une part l'entendement, c'est-à-dire une fonction d'ordre, d'autre part l'imagination, c'est-à-dire une fonction de fantaisie, d'invention, de créativité. C'est là-dessus que nous réfléchissons sur nous-mêmes, une espèce de jeu, on peut dire, entre l'ordre et la fantaisie. Alors, place est ainsi faite à des opérations de plus en plus complexes dans d'autres domaines que l'esthétique, et j'essaierai de le montrer en particulier dans l'ordre juridique, mêlant la liberté de la fantaisie et la rigueur de l'ordre, comme on le verra dans le domaine historique, politique et juridique. En particulier dans l'ordre juridique, où ce libre jeu s'élève au rang d'une dialectique de la libre interprétation et de la contrainte argumentative. Eh bien, au plan esthétique, et c'est pourquoi l'esthétique est un très bon guide, ce libre jeu est visible. Il est immédiatement lisible, si l'on peut dire, parce qu'il est réduit à sa forme la plus simple, qui est celle que tout le monde peut vérifier en goûtant quelque chose. Et néanmoins, il porte en lui l'ampleur d'une construction qui sera à la hauteur du rôle
joué par le schématisme dans la première critique, et donc des opérations aussi complexes que les analogies de l'expérience, qui, comme on le sait, constituent les développements du schématisme, en particulier sous les catégories de la relation. Alors, il est donc de la plus grande importance que soit appelé esthétique le plaisir pris à ce libre jeu et à toutes les opérations éventuelles d'argumentation et d'interprétation que j'essaierai de greffer plus loin sur ce libre jeu. Et il est non moins remarquable que ce plaisir ait d'emblée une valeur discriminante, c'est-à-dire judicatoire, c'est-à-dire qu'il permet de distinguer si une chose est belle ou non. C'est la première phrase de l'esthétique. Le goût distingue si une chose est belle ou non. Donc, je vais mettre ça dans le texte. On peut lire la première phrase du paragraphe 1. Le jugement de goût est esthétique. C'est en ce sens que le plaisir esthétique et le jugement de goût sont rigoureusement équivalents. Alors voilà, c'est donc un paradoxe tout à fait étonnant, n'est-ce pas, d'un plaisir sans concept. Un plaisir sans concept, c'est-à-dire qu'il ne détermine rien de vrai ni de faux, qui n'a pas de valeur de vérité, comme nous dirions aujourd'hui. Il est dans un autre ordre, ni moral, ni physique. Alors, le second paradoxe par lequel Kant souligne l'étrangeté de ce plaisir est l'idée d'une finalité sans fin, qui a aussi intrigué beaucoup les commentateurs, idée énoncée sous le titre du troisième moment d'analytique du beau, donc d'après les catégories très artificielles, paragraphe 10 de la qualité de juger, la qualité de juger. Alors, pourquoi finalité et pourquoi sans fin? Finalité veut dire ici composition interne, telle que les parties s'ajustent mutuellement et entre elles et le tout. Nous verrons qu'il y a là un noyau, on peut dire, de toute herméneutique dans cette finalité interne. L'ajustement des parties entre elles et de toutes les parties avec le tout. Et c'est la finalité qu'on retrouve par ailleurs dans l'organisation des êtres animés et dont traite la deuxième partie de la critique de la faculté de juger. Mais c'est une finalité sans fin, mais alors en un autre sens du mot fin, mais Kant justement a tenu à ce paradoxe assez déroutant et volontiers provocateur, finalité sans fin, en ce sens que elle n'est pas voulue, elle n'est pas projetée, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun des caractères de ce que nous connaissons comme finalité dans l'expérience humaine, en particulier dans ce que nous appellerions aujourd'hui, après Habermas et d'autres, n'est-ce pas, la raison instrumentale ou stratégique. Donc, dans le cas des rapports entre moyens et fins, dans les techniques constitutives de la praxis humaine, une belle fleur présente cette composition harmonieuse sans renvoyer à une activité intentionnelle. L'esthétique n'est pas la théologie. Donc Kant ici n'est pas loin de l'identification grecque entre eidos et télos, ou médiévale, comme certains l'ont dit, entre cause formelle et cause finale. Alors, ce qui sépare la finalité au sens esthétique de la fin au sens technique, et en assure le caractère spécifique, c'est encore une fois son lien avec l'idée du libre jeu des facultés. Parce que c'est ce libre jeu des facultés qui, lui, est sans fin. Il ne vise à rien qu'à jouer. Thème que Gadamer, n'est-ce pas, reprend, n'est-ce pas, lorsqu'on dit le jeu, et Fink et d'autres, n'est-ce pas, ont développé ce thème du jeu, le jeu pour le jeu, en quelque sorte. On entre dans le jeu, on fait partie du jeu. Donc l'harmonie intime
de ce libre jeu et ce qui donne sens à l'idée de finalité sans fin. C'est pourquoi Kant parle ici de, je cite, la forme de la finalité d'un objet perçu sans représentation d'une fin. Donc discerner ce rapport intime de convenance, c'est juger et juger esthétiquement. Bon, on arrive maintenant au paradoxe le plus considérable. Il est en effet encore plus paradoxal que le jugement de goût prétende à l'universalité. Kant évoque un dicton, n'est-ce pas, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et n'en discute-t-on pas sans taille? Eh bien si, le goût, prétend Kant, est susceptible d'une forme très originale d'universalité, à savoir la communicabilité. Aussi intime soit-il, le goût n'est goût et jugement de goût que parce qu'il est un sens partagé. Alors qu'est-ce qui est partagé? C'est précisément la réflexion sur le libre jeu des facultés représentatives. Le goût est donc universalisable d'une autre façon que sont les représentations objectives ou les maximes pratiques du libre arbitre. L'équation entre universalité et communicabilité est ainsi sans précédent dans les deux autres critiques. Et j'ai déjà fait une allusion tout à l'heure, cette équation entre universalité et communicabilité constitue une réfutation, à mon sens, sans réplique, de l'accusation si fréquente de solipsisme transcendantal adressée même par Apple et Habermas contre Kant, comme si la communicabilité était la découverte de la pragmatique transcendantale. Disons plutôt qu'elle est d'abord celle de l'esthétique kantienne. Alors, il faut prendre la mesure du paradoxe d'une telle communicabilité que Kant développe sous le titre de la quantité, du jugement de goût. Enfin, j'ai dit ce qu'on pouvait ne pas penser de ce retour à ces catégories. C'est le paragraphe 6 que je lis. Le beau est ce qui est représenté sans concept comme objet d'une satisfaction universelle. C'est donc un vrai paradoxe, en ce sens que rien ne paraît plus incommunicable qu'un plaisir pur. Mais dans la mesure où le plaisir pris à la contemplation de la finalité intime, c'est-à-dire à des rapports de convenance repérés, ressentis par le libre jeu des facultés, ce plaisir est de droit susceptible d'être partagé. Et cela idéalement par tous. Il est d'ailleurs d'un partage universel qu'on trouve dans l'éthique de la communication et chez Kant dans son esthétique. Je lis dans ce paragraphe 6, « Estimer une chose belle, c'est admettre que cette chose doit contenir un principe de satisfaction pour tous. » Pour tous, non pas pour quelques-uns, même ma culture, etc. Il y a là une sorte, je dirais, de coup de force, en tout cas de coup de génie philosophique, détacher l'universalité de l'objectivité, la rattacher à ce qui plaît sans concept, et qui plus est, à ce qui présente la forme de la finalité, sans devoir être traité comme moyen d'une fin projetée et voulue. Cela constitue une avancée d'une extrême audace dans la question de l'universalité, dès lors que la communicabilité ne résulte pas d'une universalité préalable, mais au contraire instaure elle-même l'universalité. C'est la communicabilité qui crée de l'universalité, et non pas l'inverse. Eh bien, nous aurons l'occasion de rencontrer d'autres figures
de ce paradoxe de la communicabilité instauratrice, en particulier dans le domaine historique et dans le domaine juridique, où nous verrons que l'idée de recevabilité, par exemple d'un jugement, je dis un petit peu vers où je vais, n'est-ce pas, ou la fin, que le jugement soit acceptable, que soit reconnu par les autres, ça fait partie de son sens. Dans l'analytique du beau, Kant n'en a exploré que les implications les plus aisées à appréhender, et grâce à un concept très intéressant qui est celui d'exemplarité. Et il a proposé ici une distinction qui est très difficile à traduire en français entre Nachfolge et Nachahmung. Bon, Nachahmung, nous savons ce que c'est l'imitation, mais Nachfolge, c'est suivre sans imiter. Il y a probablement une origine théologique et même biblique lorsque Jésus dit « suis-moi », n'est-ce pas, à ses disciples. Et il y a tout un développement luthérien en particulier, et que nous retrouvons chez le dernier Bonhoeffer, n'est-ce pas, la Nachfolge, la Christi, n'est-ce pas, le suivre, qui n'est pas une imitation, mais qui est la création apparentée d'un discernement critique qui aurait, si l'on peut dire, un air de famille avec son propre modèle. Eh bien, une telle distinction entre suivre et imiter ouvre la voie à de vastes considérations, en particulier sur la dialectique entre tradition et innovation. Si l'on casse pas le lien entre tradition et innovation, n'est-ce pas, on retombe dans une opposition entre Nachahmung et Nachfolge. Alors, que Kant, pour atténuer tous ces paradoxes que je viens de parcourir, ait fait fond sur le topos du sens commun, ne doit pas du tout nous égarer, car tout son effort consiste à distinguer justement ce sens commun, alors il le remet en latin, sensus communis, pour le distinguer d'un consensus empirique, qui serait précisément l'effet sociologique de l'imitation. L'imitation créant du sens commun. Et c'est alors dans le quatrième moment consacré à la modalité du jugement de goût que Kant s'interroge sur la sorte de nécessité qui s'attache à cette universelle communicabilité du sentiment du beau. Alors on trouvera chez Gadamer, dans la première partie de Wahrheitsmethode, une longue analyse de la tradition du sens commun. Je crois que c'est très important que Kant soit un chaînon important dans cette conception du sens commun, si sujette à méprise et à contresens, mais aussi si difficile à penser en termes justes, par exemple dans le vocabulaire de l'exemplarité, où j'interprète et j'anticipe, où je dirais historicité et pérennité se recroisent. Bon, j'ai encore deux petites choses à dire. On n'a rien dit ici de l'esthétique du sublime, que Kant a ajouté à son esthétique du beau, encore sous l'influence de Longin, du sublime, de la travers Gratian. Alors, je voudrais simplement dire ceci pour mon propre problème de l'extrapolation, pourquoi le sublime est important. C'est que, loin d'affaiblir les paradoxes, les trois paradoxes que j'ai dit, n'est-ce pas, ce qui plaît sans concept, la finalité sans fin et la communicabilité sans universel préalable, eh bien, tous ces paradoxes, le sublime les porte, on peut dire, à l'extrême. N'est-ce pas, il y a une sorte d'excès ou d'extrémisme du sublime. Et Kant a voulu rendre compte ici de deux fonctionnements différents, justement du jeu de l'imagination, du jeu entre l'imagination et l'entendement. Un jeu qui, lui, serait harmonieux, proportionné
apaisant, et un jeu discordant, disproportionné, dont l'excès suscite un surplus de pensée. C'est là qu'il y a la fameuse expression « mehr denken », penser plus. Paragraphe 59, fameux. Eh bien, cette dialectique d'un imaginaire discordant aura aussi des parallèles hors de l'esthétique. En distendant jusqu'à un point voisin de la rupture, le libre jeu de l'imagination et de l'entendement, disons de la fantaisie et de l'ordre, le sublime ouvre l'espace dans lequel pourront s'insérer quelques-unes des procédures qui contribuent à la construction du jugement réfléchissant dans d'autres champs que le champ esthétique, précisément à cause de cette discordance à surmonter. Dans le sublime, en effet, quand il revêt les traits de ce que Kant appelle le sublime mathématique, notre imagination était excédée, débordée, engloutie par ce qui est, comme il dit, grand absolument, c'est-à-dire grand sans comparaison. On dit c'est grand. On ne dit pas c'est plus grand, c'est très grand, c'est grand. C'est grandiose, n'est-ce pas? La faculté de juger apprécie alors sans mesurer ce qui est proprement démesuré. Le travail de l'imagination, échouant à s'égaler par un progrès à l'infini, à la grandeur confondante du sublime, trouvera des équivalents remarquables dans d'autres registres que l'esthétique, en particulier dans le sublime négatif des événements monstrueux de l'histoire. Il y a des horreurs qui sont grandes sans comparaison. Quant au sublime sous la figure dynamique, c'est l'inadéquation entre nos forces et celle d'une nature qui nous écraserait si nous n'étions pas à l'abri de ses coups. Hier, je voyais la cascade des Abruzzes, hein, quand on n'est pas, ceux qui ont vu les chutes du Niagara savent ce que ça veut dire. On est à l'abri des coups, en même temps, on sait qu'on serait écrasé si on était dans cette nature. Et alors cette distance que l'on prend, c'est justement la distance, dit Kant, de notre être moral. Bon, alors, je dois avouer que ce n'est pas donc à des possibilités d'extrapolation que Kant s'est intéressé, en tout cas pas aux possibilités d'exploration que moi j'explore, suivant, que Kant est intéressé, mais tout de suite, n'est-ce pas, à l'ouverture de l'esthétique sur l'éthique. Il fallait reprendre pour l'éthique grâce au sublime. Bon, c'est en effet notre supériorité comme êtres moraux que le sublime esthétique contribue à manifester. Alors je ne suivrai pas du tout Kant sur cette voie par laquelle l'esthétique pointe en direction de l'éthique, alors, et perd peut-être alors sa dimension proprement esthétique. Mais c'est plutôt le travail d'une imagination invitant à penser plus par la discordance et l'énormité qui nous retiendra dans les leçons suivantes. Alors je termine en disant, et ceci c'est le petit D dans ma troisième partie, mais en effet, on ne saurait refermer la critique du jugement esthétique sur l'analytique du beau, même augmentée de celle du sublime. Il faut prendre en compte la dialectique du génie et du beau, qui culmine dans le paragraphe 48 et suivant. En effet, on a pu parler du beau sans spécifier si le jugement de goût est un produit de la nature, cette rose est belle, ou une œuvre créée par un artiste humain. Et Kant, je pense, a tenu à retarder le moment du faire, du tun, afin de ne pas laisser interférer la finalité externe avec la finalité sans fin, parce qu'on pourra toujours se demander, mais à quoi ça sert? Ce que les gens se demandent souvent quand ils se qu'est-ce que ça représente? Ils disent que quand on est en face d'une fleur, on ne se demande pas qu'est-ce qu'elle représente ou pourquoi elle est là. Comme un autre a dit, elle est sans pourquoi. On les sent
aussi afin que... Alors, c'est pourquoi le primat de la nature est réaffirmé au cœur même de l'investigation des beaux-arts. Le paragraphe 40 s'énonce: oui, les beaux-arts ne sont de l'art que dans la mesure où ils possèdent en même temps l'apparence de la beauté. Il faut en effet que la finalité visible dans les produits des beaux-arts ne paraisse pas intentionnelle, mais bien qu'elle le soit. Bon, alors, on me fait signe que je dois terminer. Je voudrais simplement dire ceci, c'est que Kant, ici, a buté sur un dernier paradoxe. Je pense que c'est un dernier paradoxe, c'est que le jugement de goût ne crée rien, alors que le génie crée quelque chose. Et il y a donc un extérieur, on peut dire, du goût à l'intérieur de l'esthétique, qui est justement la création, et donc le libre jeu de l'entendement et de l'imagination n'est pas maître. Je cite: le goût n'est qu'une faculté de juger et non une faculté productive. Kant, à grand-peine, semble-t-il, assure jeu égal au génie et au goût. Je lis: le goût, comme la faculté de juger en général, est la discipline du génie. Il lui rogne bien les ailes, le civilise et le polit. En même temps, il lui donne une direction, lui montre en quel sens et jusqu'où il doit s'étendre pour demeurer dans les limites de la finalité. Et tandis que le goût apporte clarté et ordre dans la gerbe des pensées, il donne aux idées quelque solidité et les rend susceptibles d'un assentiment durable autant qu'universel. Alors, c'est là-dessus, sur cette dernière énigme, que je m'arrêterai, à savoir une certaine compétition entre le goût qui n'est que critique et le génie qui est créateur. Cette compétition entre goût et génie sera pour nous de la plus grande importance lorsque nous la transposerons au plan du jugement politique, puisque nous verrons la prochaine fois avec Hannah Arendt que c'est pour le spectateur cosmopolitique que même les révolutions ont un sens. Ce n'est pas le point de vue de l'agent de l'histoire qui est pris, n'est-ce pas, dans la violence. Et donc, le dernier mot est accordé in fine aux spectateurs désintéressés des grands événements qui pourtant ne s'insèrent dans l'histoire qu'à la faveur d'une exemplarité, mais qui n'est plus celle du génie, qui n'est plus celle du goût, mais celle du génie. Il y a donc deux exemplarités en concurrence. Alors, je m'arrête sur cette difficulté. Je ne sais pas si c'était trop long, oui.